Bon, bonjour à tous, merci de vous être connectés. Bienvenue à ce webinaire consacré à l'agrivoltaïsme organisé par la Chambre d'agriculture de la Marne. Je me présente, Raphaël Baudrier, chargé de mission aménagement. Je suis accompagné au cours de cette heure par Estelle Milon, qui se charge des questions d'urbanisme au sein de la Chambre d'agriculture. Avant de vous présenter le programme, avant de vous présenter le programme, je vous signale que vous avez la possibilité d'intervenir pour poser vos questions directement dans le fil de discussion et questions auxquelles nous répondrons à la fin de chaque séquence ou en fin du webinaire. Je vous signale également que ce webinaire est enregistré et sera disponible ultérieurement. Concernant les questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre dans cette heure, nous vous adresserons directement une réponse dans les jours à venir. Concernant le programme, nous allons juste aborder une petite et rapide définition de l'agrivoltaïsme, vous faire part du cadre législatif et réglementaire qui est toujours en cours d'évolution, évoquer les principales étapes d'un projet et vous signaler ce que la Chambre d'agriculture réalise dans ce domaine. Concernant la définition de l'agrivoltaïsme, il est bien précisé aujourd'hui dans la législation, mais également dans tout ce qui est presse et autres communications, que l'agrivoltaïsme est la combinaison entre une production agricole et une production d'électricité renouvelable. Toutefois, il faut bien signaler que cette production agricole doit être l'activité principale de la parcelle et qu'elle ne doit pas être réalisée au détriment de la production d'électricité renouvelable. Donc, cela se traduit entre autres par la densité de panneaux sur les parcelles. Également, un point important, cette production agricole doit bénéficier d'au moins un service apporté par la présence des panneaux photovoltaïques, services qui ont été déterminés au niveau de la loi parue l'année dernière en 2023. Concernant cette loi, et plus précisément des autres textes qui l'accompagnent, voici les principaux textes à connaître à ce jour. Donc, j'évoquais déjà la loi, donc la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable qui a apporté une définition de l'agrivoltaïsme et plus récemment, en avril 2024, un décret qui a précisé des éléments de la loi et enfin un arrêté qui a encore apporté d'autres précisions sur la mise en œuvre de l'agrivoltaïsme à l'échelle de la France. D'autres textes sont en attente, alors aussi bien réglementaires ou simplement de cadrage. Ce sont tout ce qui peut se rapprocher de ce qui est appelé les technologies agrivoltaïques éprouvées. Ce sont des éléments qui seront précisés par l'ADEME. Également, est en réflexion, ce n'est pas serait, c'est est en réflexion, un projet de loi concernant le bail rural à clause agrivoltaïque et enfin des précisions sur ce qui est entendu derrière le partage de la valeur. Plus précisément, au niveau de la loi, il est précisé que dans l'article 54 de la loi, que la production d'électricité située sur une parcelle agricole doit contribuer durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. Les services que j'ai évoqués précédemment sont au nombre de 4. Ils concernent, avec présence de panneaux photovoltaïques sur la parcelle, de la protection contre les aléas,
l'adaptation au changement climatique, le bien-être animal et ou l'amélioration du potentiel agronomique. Si aucun de ces services n'est apporté, le projet ne peut être qualifié d'agrivoltaïque et ne sera pas autorisé sur une parcelle agricole. L'agrivoltaïsme doit aussi apporter une garantie sur le maintien d'une production agricole significative et apporter également un revenu durable à l'exploitation agricole en place. L'exploitation, elle doit être réalisée par un agriculteur actif. Je l'ai déjà dit précédemment, l'activité agricole doit être et doit rester tout au long de l'activité, de l'exploitation de l'exploitation photovoltaïque. Donc l'activité agricole doit rester l'activité principale, excusez-moi pour le cafouillage. Et enfin, on doit avoir une possibilité de réversibilité de l'installation photovoltaïque et il y a aussi une obligation de démantèlement en fin de projet. À entendre réversibilité, c'est à la fois une problématique d'adaptation de l'agriculture au cours des éventuelles 40 années d'exploitation photovoltaïque, c'est-à-dire changer d'activité agricole, de production, mais aussi une réversibilité, c'est-à-dire arrêt de l'activité photovoltaïque si le projet n'est plus agrivoltaïque, c'est-à-dire démontage des panneaux. Concernant les deux autres textes, je ne vous signale que les précisions qui sont apportées dans les décrets et ne rentrerai pas vraiment dans les détails. On pourrait y entrer avec vos questions. Donc, il y a au niveau du décret des précisions qui sont apportées sur les trois critères cumulatifs qu'on a évoqués précédemment au niveau de la loi, donc sur les services apportés, sur la production agricole significative et l'activité agricole principale, et sur le revenu issu de la production agricole. Également, des précisions sur la durée d'autorisation, de démantèlement et de remise en état. Donc une durée maximale de 40 ans pour l'exploitation photovoltaïque qui peut être prorogée de 10 ans. Et concernant la remise en état des terrains avec une garantie de revenir à la vocation initiale du terrain, à savoir l'agriculture. Et point non négligeable, tout ce qui peut concerner les contrôles et sanctions des installations agrivoltaïques. Concernant l'arrêté, cet arrêté rentre plus encore dans le détail, mais cela concerne les modalités de calcul du rendement, des revenus issus de la production agricole, les informations figurant dans les rapports de contrôle et de remise en état du site, les informations à transmettre à l'ADEME annuellement, le montant des garanties financières et la possible adaptation des critères de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Dernier point à évoquer dans le cadre législatif et réglementaire, donc éléments qui ont été précisés dans la loi de 2023, c'est-à-dire que pour une parcelle agricole, il est possible de bénéficier d'aides PAC en respectant un certain nombre de critères, dont le principal est le taux de couverture maximal apporté par les panneaux photovoltaïques. À ce jour, il est de 40%, mais toutefois, en tant qu'agriculteur, vous savez que cette PAC évolue chaque année et il sera donc important de vérifier au moment au moins de la mise en service de la centrale agrivoltaïque ou plus tard des évolutions de la PAC, mais d'ici à 40 ans, à la fin de l'exploitation photovoltaïque, est-ce que la PAC sera encore là? Je ne saurais le dire.
Voilà pour la première partie de ce webinaire. Estelle, a-t-on des questions? Pas de questions particulières. Donc, de toute façon, si dans le futur, vous avez des éléments, des demandes de précision, je vous signale et vous le rappellerai en fin de webinaire que je suis le principal interlocuteur sur le sujet. Alors, a priori, on aurait... Donc, Clémence, donc on aurait une question de Clémence Bénard. Clémence, Oui, si tu veux poser ta ouais, question. c'est ça. J'ai une question. Alors, attends, excuse-moi, j'ai pas le volume assez haut. Vas-y, Ah, répète, donc s'il te plaît. oui, en fait, si tu as un exploitant agricole qui, enfin Alors, excuse-moi, j'ai vraiment un problème de son. Je n'entends pas ta question. On va ouais, essayer avec le micro d'Estelle. ok, Clémence, vas-y, oui. repose ta question. Dans le cas où tu as eu l'activité Euh, agricole alors, je qui, suis désolé, on n'entend pas, on a des problèmes de volume. ah, Est-ce que tu pourrais la poser dans le fil de discussion directement? Si ouais, c'est pas trop d'accord. compliqué, je te remercie par avance. Merci. On va commencer déjà la prochaine séquence. Alors, je reprends. Donc, les principales étapes d'un projet. Donc, donc un projet peut être soumis ou non à un permis de construire selon en fait un premier critère qui est la hauteur de l'installation photovoltaïque. Savoir qu'on distingue une hauteur, un seuil en fait à 1,80 m selon si l'on se situe au-delà de 1,80 m ou inférieur à 1,80 m. Donc si votre projet est supérieur à 1,80 m, vous serez soumis à une demande de permis de construire dans le cas où la production photovoltaïque sera supérieure à 1 mégawatt crête. Si elle est inférieure, vous n'avez pas besoin de faire une demande de permis de construire et vous êtes soumis à déclaration préalable. Dans tous les cas, déclaration préalable, permis de construire sont toutes à déposer auprès de votre mairie. Et autant de demandes, de déclarations ou de permis sont à déposer si votre projet est localisé sur plusieurs communes. Donc, à savoir, à déposer un permis sur chaque commune. Les permis de construire sont aussi instruits au niveau de la préfecture. C'est bien le préfet qui donne son autorisation sur le projet. Concernant les installations inférieures à 1,80 m, on a trois situations. Une situation où le projet est supérieur à 1 mégawatt crête en production photoélectrique ou photovoltaïque, et donc là, on est encore soumis au permis de construire. Par contre, quand on est inférieur à 1 mégawatt crête, on a deux situations. La situation où on n'a aucune demande de permis de construire à déposer ou aucune déclaration à faire auprès de la mairie quand on est situé à inférieur à 3 kW crête. Et puis ensuite, la tranche entre 3 kW crête et 1 méga. Nous sommes dans le cadre d'une déclaration préalable. Alors, en équivalence, compte tenu de l'agrivoltaïsme, en termes de surface, on peut dire globalement que 1 mégawatt crête représente un peu plus de 2 hectares d'agrivoltaïsme, compte tenu d'un taux de couverture maximal qui peut être de 40%. On prend la question de Clément. Donc, on va prendre la question de Clémence. Dis-la à tout le monde. On prend la question de Clémence. Dans le cas où l'exploitant arrête son activité, par exemple un éleveur ovin qui arrête, comment cela se passe pour les propriétaires des parcelles concernées et pour l'entreprise?
Alors, voilà, c'est un problème d'Arsène, ça y est. Donc, en fait, dans le cadre d'un arrêt d'activité, de toute façon, le sujet va se porter, je pense, sur beaucoup d'exploitations, hein, parce que 40 années d'exploitation voire 50 ans, il est fort à penser que les agriculteurs partiront à la retraite, et du moins je leur souhaite dans ce temps-là. Euh, il peut y avoir, en fait, au départ, il y a des conventions qui sont signées entre un développeur, un propriétaire, un agriculteur, pour prendre un schéma assez simple. Et dans ces conventions, il est à espérer que toutes ces conditions de reprise d'exploitation sont cernées. Euh, et au niveau de la réglementation, il est bien prévu qu'il y a obligatoirement une continuité à assurer au niveau de l'activité agricole. Donc, le développeur, le propriétaire ont l'obligation de retrouver un agriculteur dans le cours de l'exploitation photovoltaïque, sauf à ce qu'il ne retrouve pas et que l'autorisation d'exploitation soit perdue. Et donc, auquel cas, de démonter les panneaux. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Alors, on a également une question d'un autre collègue, parce que la, la précédente était déjà posée par une collègue de la Chambre d'agriculture. Y a-t-il des installations en service dans la Marne? Ah, bonne question, Jérôme. À ce jour, aucune installation agrivoltaïque, je précise bien agrivoltaïque, n'est en cours d'exploitation dans le département. Un seul permis de construire a été accordé. Toutefois, on a d'autres demandes de permis de construire qui sont en cours d'instruction et qui devraient faire l'objet d'une autorisation dans le futur. Donc, ça veut dire que pour le permis aujourd'hui accordé, si l'exploitant si les porteurs de projets, on va plutôt dire dans ce sens-là, si les porteurs de projets peuvent construire, pouvoir se raccorder, etc., on pourrait voir la première installation agrivoltaïque d'ici à 2 à 3 ans dans le département de la Marne. Toutefois, à nouveau, on peut aussi voir peut-être d'autres installations agrivoltaïques émerger plus rapidement si les projets ne sont pas soumis à permis de construire, donc auquel cas il n'y a pas d'instruction de la préfecture, pas d'enquête publique, etc. Dans le cas où les projets seraient inférieurs à 1 mégawatt crête, et là on a quelques projets qui font l'objet de déclarations préalables et qui seraient potentiellement mis en service, je dirais courant 2025, voire début 2026. Voilà pour ces précisions sur les constructions en cours ou à venir. Le point suivant concerne en fait, donc merci Jérôme pour la question en fait, j'espère que la réponse t'a satisfait. Euh, le point suivant concerne les 4 étapes d'un projet agrivoltaïque. Donc, donc on va du démarrage jusqu'à la fin d'exploitation. Et pour vous donner en fait l'échelle de temps de chaque phase. Donc, ce que j'ai évoqué là entre le moment où un projet commence à émerger, donc un agriculteur a un projet, contacte un assistant à maîtrise d'ouvrage ou un développeur informe son propriétaire, réalise la demande de permis de construire, réalise toutes les séries d'études, eh bien, il faut compter entre 3 à 5 ans pour développer le projet et puis envisager la construction de la centrale. La construction de la centrale est estimée globalement par les développeurs à une durée d'1 an. Ensuite, on aborde la phase d'exploitation qui peut aller de 20 à 40 ans, avec potentiellement donc un renouvellement d'exploitants en cours de route, d'exploitation agricole en cours de route. Et puis, au terme de l'exploitation de la centrale, il y aura démantèlement des panneaux photovoltaïques et toutes les autres infrastructures inhérentes, et durée également estimée à 1 an. Concernant plus spécifiquement le développement du projet jusqu'à sa construction,
Alors, un schéma un petit peu plus complexe, ou du moins un petit peu plus où on essaye d'aborder toutes les étapes et également tous les points à entendre. Alors, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail, vous pourrez le voir a posteriori, on mettra ce diaporama à disposition sur notre page web consacrée à l'agrivoltaïsme qui arrivera dans quelques semaines. En tout cas, il faut retenir que là, on se situe dans le cadre d'un projet avec demande de permis de construire, un projet avec un partenariat agriculteur, propriétaire, développeur. On peut avoir des projets uniquement portés par des agriculteurs et qui ne sont donc pas accompagnés par un développeur. Là, on ne se situe pas dans ce schéma-là. Donc, dans tous les cas, il y a une prise de contact entre les trois partenaires au préalable, une promesse de bail qui va être signée, la constitution du permis de construire avec 2 études importantes dans le cas d'un projet soumis à permis de construire, donc supérieur à 1 mégawatt crête. Donc, c'est l'étude d'impact environnemental qui est dite systématique. Et pour tout projet agrivoltaïque, soumis ou non à permis de construire, il y a réalisation obligatoire d'une étude préalable de compensation collective agricole. Ensuite, bah, après dépose du permis de construire auprès de la mairie le transmet au préfet qui lance une instruction auprès de ses services et d'autres organismes, dont la Chambre d'agriculture. Ce permis de construire, pardon, va être soumis à la mission régionale d'autorité environnementale pour son volet étude d'impact environnemental, et puis pour la demande de permis de construire, et également pour l'étude préalable de compensation collective agricole, soumis à la CDPENAF, donc la Commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, pour donner un avis sur le permis de construire, avis qui devra être conforme, et également sur l'étude préalable de compensation collective agricole, étude qui est en fait une étude sur l'impact sur l'économie agricole du projet. Autorisation du permis de construire accordée, donc il y a concrètement signature d'un bail. La procédure de raccordement, donc demande de raccordement à un poste électrique, ne peut se faire que si l'on obtient le permis de construire, et ensuite démarrage du chantier et mise en service. Voilà pour les principales étapes. Et nous avons fini pour cette séquence avant d'aborder les interventions de la Chambre d'agriculture au niveau de l'agrivoltaïsme. A-t-on d'autres questions? Non, pas à ce stade. Concernant les interventions de la Chambre d'agriculture, on va en distinguer 2, à savoir une position que l'on qualifie en interne de consulaire, c'est-à-dire que la Chambre d'agriculture va donner son avis sur les projets à différents niveaux et également peut proposer des accompagnements, que je reviendrai juste après cette diapositive. Donc, donne son avis, c'est en tant que membre de la CDPENAF, donc la commission qu'on a évoquée sur la diapositive précédente. Donc, elle aura un vote parmi une quinzaine de membres et elle se positionnera sur le permis de construire. La commission se positionnera sur le permis de construire et également sur l'étude préalable de compensation collective agricole. En parallèle, au moment de la demande de permis de construire, le préfet demande l'avis de la Chambre d'agriculture sur le permis de construire. Alors, pour information, cet avis n'est pas obligatoire. Il n'est qu'un avis simple et il est réalisé de manière systématique dans le département de la Marne pour tout projet d'énergie renouvelable. Dans d'autres départements, cela ne peut ne pas être le cas.
Enfin, concernant nos accompagnements pour les projets agrivoltaïques, alors on en a relevé un certain nombre qui est quand même aujourd'hui exhaustif parce que ce sont ceux pour lesquels nous sommes déjà engagés auprès de développeurs ou d'agriculteurs. Donc, ce sont des études technico-économiques relatives à des productions animales, végétales, des études de potentiel commercial, des études agropédologiques, l'étude préalable à la compensation collective agricole, et puis à moyen terme, quand les projets seront construits, nous pourrions être sollicités pour suivre la production animale ou végétale de la centrale agrivoltaïque. Alors, vous noterez que ces accompagnements touchent presque l'ensemble des services de la Chambre d'agriculture, sauf la viticulture qui aujourd'hui n'est pas concernée par des projets agrivoltaïques dans le département de la Marne et je dirais à l'échelle du vignoble champenois. On peut aussi être à votre écoute pour toute demande d'autres accompagnements qui pourraient être adaptés au projet. Voilà. J'ai donc terminé la présentation. Nous avons une autre question et je vous indique mes coordonnées et vous rappelle que je suis l'interlocuteur agrivoltaïsme. Donc, on va prendre une question à nouveau de Jérôme. Alors, on y arrive. Donc, la question de Jérôme concerne l'AOC Champagne. Est-ce qu'elle autorise l'agrivoltaïsme dans les vignes? À ce jour, bon, elle ne l'autorise pas parce que je pense qu'elle ne s'est pas posé la question. Mais si elle devait le permettre, il faudrait revoir le règlement de l'appellation pour l'autoriser. À ce jour, ce n'est pas précisé, donc je dirais que c'est possible, mais l'incertitude est là, donc j'ai pas vraiment la réponse. Toutefois, il y a un point non négligeable dans cette réflexion, c'est que en plus de l'AOC Champagne, il y a surtout pour les Marnais que vous connaissent, il y a un classement depuis presque 10 ans maintenant. En 2025, on fêtera les 10 ans de la reconnaissance UNESCO. Il y a donc une reconnaissance UNESCO au niveau des paysages et donc la préservation des paysages champenois ne, je suppose, ne permettrait pas la pose de panneaux photovoltaïques au-dessus des vignes dans le vignoble champenois. Est-ce que la réponse te convient, Jérôme? Merci. Voilà pour la présentation. Est-ce que vous... Alors, voilà, une nouvelle question. Alors, une question... Vous pouvez essayer d'ouvrir vos micros si vous voulez parler, il n'y a pas de souci, je vais vous autoriser les droits. J'espère qu'on va les entendre. En... Non, c'est bon. Donc, bon, je vais poser la question de Delphine Coquet. Quel type de baux proposent les développeurs? Alors là, on est vraiment sur des questions techniques. Le bail rural est-il remis en cause? Quel risque pour l'exploitant agricole en place? Alors, bonne question, Delphine. Si je ne me trompe pas, je fais un clin d'œil. Tu nous poses la question depuis les Ardennes, en tant que chambre d'agriculture. Euh,
Aujourd'hui, il y a différents types de baux. Il y a des baux qui peuvent être qualifiés en volume, c'est-à-dire qu'il y a le bail rural reste entre le propriétaire et l'exploitant au niveau du sol, et il y a un bail en volume, c'est-à-dire que la partie aérienne, les panneaux photovoltaïques, sont loués par le développeur au propriétaire. Après, il y a des baux amphithéotiques, donc des baux d'une grande durée, qui engagent le propriétaire avec le développeur ainsi que l'exploitant, avec toute une série de conditions. Mais surtout, il y a ce que l'on attend, c'est-à-dire, mais bon, le remaniement au niveau de l'Assemblée nationale a remis en cause un petit peu l'avancée de ce projet-là. C'est un bail rural à clause agrivoltaïque qui permettrait de réguler toutes ces problématiques. Pour les risques, pour l'exploitant agricole, alors là, j'avancerai de manière plus délicate parce que je risque de me perdre dans les mots. Mais en tout cas, il y a un document qui a été produit par les Pays de Loire, donc la Chambre des Pays de Loire, qui est disponible en ligne. On pourra renvoyer le lien vers ce document et qui traite de toutes ces questions et des points de vigilance à apporter. J'espère avoir répondu à ta question, Delphine, mais tu peux, si tu as d'autres éléments, prendre la main et intervenir pour apporter d'autres précisions. Je sais que également des développeurs se sont connectés. Je pense qu'ils pourraient apporter, en intervenant directement, leur point de vue sur cette question qui me paraît intéressante. Alors, je connais entre autres Monsieur Gauthier Debout, de TSE. Je vois qu'il est connecté. S'il veut bien intervenir, ça pourrait être intéressant qu'il nous partage son point de vue. Ah oui, mais laissez-moi 2 minutes, je vais me mettre dans une salle alors, et je vous réponds. D'accord. Merci. Donc, on va attendre l'intervention de Gauthier Debout. Est-ce que d'autres ont des questions ou souhaitent intervenir? Non. Bon, très bien, on attend l'arrivée de Gauthier Debout. Au niveau, vous signalez qu'aujourd'hui, au niveau des prestations réalisées par la Chambre d'agriculture, elles, nous avons 4 développeurs qui nous ont contactés et nous sommes en cours de réalisation des différentes prestations que l'on a évoquées précédemment. Je vous précise également que les études préalables de compensation collective agricole sont réalisées en partenariat avec la SAFER et c'est donc la SAFER qui réalise les propositions techniques et financières. Alors, j'attends toujours l'arrivée de Monsieur Debout. Oui, c'est bon, je suis là. Ah, voilà. Bonjour à tous. Alors, je sais pas si je vais répondre pour ce qui peut nous Oui, concerner. oui, En tout cas, c'est chez bien. TSE, hein, je vais pas parler pour les autres développeurs, je sais pas ce qu'ils font exactement. Effectivement, c'est vrai que l'idée de garder le bail rural, ça paraît essentiel, dans tous les cas, pour protéger l'exploitant, vis-à-vis de ce qui lie, en fait, au propriétaire et la pérennité de son exploitation. Après, effectivement, il y a peut-être la solution du bail rural agrivoltaïque qui sera certainement une solution la plus simple et la plus sécurisée pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on travaille plutôt avec un bail amphithéotique avec une division par volume, qui permet du coup de garder le bail rural, mais c'est un montage juridique assez important et coûteux, mais qui, dans tous les cas, a le mérite d'être sécurisant pour tout le monde, en fait, et à terme, il n'y a pas de risque de perte de surface par cette suppression de bail rural, quoi. Merci, Monsieur Debout, pour votre intervention et vos précisions. Euh, alors, la question suivante peut également aussi peut apporter aussi une réponse de votre part. À nouveau, une question de Jérôme, qui n'en manque pas. Dans le cas d'une parcelle dont l'exploitant n'est pas propriétaire, faut-il l'accord du propriétaire pour mettre en place une installation agrivoltaïque? Alors là, pour moi, la réponse est évidente. Elle est oui, il faut l'autorisation du propriétaire parce que obligatoirement, il y a un engagement du propriétaire dans la démarche et que on a la question de clémence
tout début du webinaire était concernant le renouvellement d'exploitation en cours de route. Il est fort à penser qu'un exploitant cesse son activité au cours de l'activité photovoltaïque. Donc, pour moi, il faut obligatoirement une autorisation du propriétaire, bon, à part si le cas est d'un propriétaire exploitant, auquel cas là, la réponse est évidente, mais il faut aussi surtout un engagement du propriétaire exploitant à confier sa parcelle à un autre exploitant au moment de la fin de son activité propre en tant qu'exploitant agricole. Tu m'entends, Raphaël? Oui, je t'entends, mais t'as pas levé la main. Ah bah attends, je Vas-y, lève la vas-y, main. vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, si on suit ton raisonnement, ça veut dire que l'exploitant est obligé de rompre le bail avec le propriétaire pour en créer, enfin en faire un nouveau alors. Alors là, c'est au niveau de... Là, c'est plus Gauthier Debout qui va répondre parce que là, c'est vraiment du technique et c'est pas moi qui. Je m'excuse, je m'appuie sur vous, Gauthier, mais Ouais, pas de bon, problème. Après, voilà. moi, je le Ça me redis, facilite la chose. je, je le redis, j'ai pas vocation à répondre pour les autres développeurs, mais je vais donner la façon de faire en fait de ce qui nous paraît important et peut-être essentiel chez TSE. Mais en gros, oui, il faut forcément l'avis du propriétaire. Forcément, on va construire sur son terrain. Et on va exploiter la partie énergétique et l'exploitant la partie agricole. Donc forcément, il faut que les trois soient dans la boucle et que les trois soient bien d'accord pour monter le projet, sans quoi ça n'a aucun sens et aucun objectif à terme. Après, le fait de casser le bail rural, c'est possible dans certains montages juridiques. Oui, il y a le bail rural n'est pas maintenu. Après, il y a forcément enfin, il y a la possibilité de le faire, comme on le fait chez nous, mais ça engendre du coup des coûts supplémentaires et un montage juridique assez complexe. Mais comme ça a été fait sur les baux environnementaux à l'époque, le bail agrivoltaïque va régler le sujet, je pense, pour tout le monde et sécuriser tout le monde. Après, nous, c'est ce qui lie du coup l'ensemble du projet, donc l'accord entre les trois parties, la société de projet, l'exploitant agricole et le propriétaire. L'exploitant peut être propriétaire à titre privé aussi, hein, donc là, ça simplifie aussi les choses, mais pour autant, il n'est pas forcément tout seul à être propriétaire, des fois en couple ou avec une indivision, par exemple. Donc il faut que l'ensemble des parties soient d'accord à monter le projet. Et ensuite, tout doit être cessible. Donc à la fois pour l'exploitant, il doit pouvoir céder son exploitation et le bail rural, le bail emphytéotique va suivre son bail rural pour l'autre exploitant qui reprendra cette parcelle en activité agricole. De même pour le propriétaire, il peut vendre sa parcelle, il aura toujours cet engagement qui sera lié à cette parcelle par le bail emphytéotique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, Jérôme, est-ce que ça répond à ta question? Du coup, on n'a pas de réponse de Jérôme. Si, c'est bon. Il nous a mis la réponse dans le fil de discussion. Donc, oui, ça répond. Moi, je vais juste apporter une précision. Donc là, on était bien dans le cadre de TSE, du fonctionnement de TSE. Monsieur Debout corrigera si je ne me trompe pas. Donc là, on est bien dans le cadre d'un bail en volume, à savoir il y a un maintien du bail rural entre le propriétaire et l'exploitant au niveau du sol et au niveau un nouveau bail en fait qui est passé pour l'aspect volume et donc la partie aérienne et donc des panneaux photovoltaïques. Dans le cadre d'un bail amphithéotique, en fait, donc qui est passé entre le développeur et le propriétaire, le bail rural effectivement est cassé, mais il y aura une convention en fait d'accessibilité, je dirais, au terrain agricole par l'exploitant, par l'agriculteur. Euh, voilà. Au niveau, il me semblait que j'avais un autre élément à fournir au niveau des aspects de beau, mais ça me reviendra peut-être. En tout cas, on a une autre question de Clémence. Comment fonctionnent les indemnités pour les propriétaires et les exploitants?
La question est pour moi ou pas? Projet. Au niveau des indemnités pour les propriétaires et les exploitants, donc là, là c'est, je dirais, propre à chaque développeur, donc de discuter et de négocier avec les propriétaires et exploitants pour envisager, alors les développeurs, je pense pas qu'ils parlent vraiment d'indemnisation, mais du moins euh, de, de contribution, de participation euh, au projet photovoltaïque et dans la production d'énergie renouvelable. Hein, on peut peut-être aussi demander le point de vue de Monsieur Debout, s'il le souhaite ou non. Si ma réponse suffit, ce n'est pas la peine qu'il intervienne. Oui, c'est ça. En fait, après, dans la répartition de l'indemnisation ou du loyer, chacun est libre de proposer ce qu'il veut. Dans l'idée, dans tous les cas, c'est que la majorité revienne à l'exploitant, puisque c'est lui qui a le plus de contraintes finalement pour sa phase d'exploitation durant toute la durée d'exploitation de la centrale. Donc, l'idéal, c'est que la répartition du loyer ou indemnisation soit en faveur de l'exploitant, quoi. Très bien, merci. On avait une intervention de Delphine Coquet. Oui, je voulais revenir sur la question des baux et notamment des promesses de bail. Dans les Ardennes, on incite fortement les agriculteurs à se rapprocher d'experts juridiques parce que c'est quand même très très complexe hein, pour bien expertiser tout ça et par rapport à tout ce qui est transmission, c'est des points à réfléchir et à bien intégrer dans les contrats. Le bail à clause agrivoltaïque, il faut aussi prévoir que dans les contrats actuels, hein, puisqu'il n'existe pas encore, mais prévoir peut-être de pouvoir basculer automatiquement dès qu'il existera. Enfin, il y a des tas de choses comme ça à prévoir et donc on incite les agriculteurs à bien se faire accompagner sur ces aspects juridiques qui sont quand même très très importants et qui peuvent avoir des incidences non négligeables. Voilà. Je pense qu'on peut copier et coller la réponse pour la main. Alors, à ce stade, nous n'avons plus de questions. Est-ce que vous avez d'autres interventions à faire? Quelqu'un a levé la main? Si on n'a pas d'autres questions, bah, je vous propose de terminer ce webinaire. Donc, vous rappelez que ce webinaire sera disponible prochainement en replay et me contacter plutôt par mail ou par téléphone. Donc, vous avez eu les coordonnées à un moment donné. Et je me ferai un plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Je remercie tous les participants. Je remercie aussi Monsieur Debout pour ses précisions et du coup de s'être inscrit à ce webinaire qui était destiné aux agriculteurs. Et je vous souhaite un bon après-midi et vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous.